des analystes ont tenté de prédire ce qu'il se passerait à l'issue du conflit. Certains annoncent même la fin de l'entité russe sous la forme qu'on connaît aujourd'hui. Ces théories sont souvent extrêmes et subjectives, voire carrément irréalistes, mais leurs arguments sont pas moins crédibles. Et l'une de ces théories a particulièrement retenu notre attention. Le djihadisme pourrait-il contribuer à la désintégration de la Russie? Alors déjà, quel est le rapport entre la Russie et le djihad? Déjà, 10% des Russes sont musulmans et d'ici 2030, ils pourraient bien représenter 20% de la population du pays, soit plus de 25 millions de personnes, le double de la population de Moscou. La fédération russe est divisée en 89 subdivisions administratives qu'on appelle des sujets et qui viennent sous différentes formes: oblast, république, kraïs, district autonome. Et l'islam est déjà la religion majoritaire dans plusieurs sujets de Russie. Plus précisément dans 7 territoires qui regroupent les 5 républiques autonomes du Caucase du Nord, le Tatarstan et le Bashkortorstan dans la région Volga-Orale. Et même si la Russie est officiellement un état laïque, la question de la religion s'immisce dans la politique du pays. Le patriarche Kirill, le chef de l'église orthodoxe russe, est bien placé pour le savoir, lui qui est devenu l'un des plus fervents soutiens de Poutine et de sa guerre en Ukraine. Le chef de l'église orthodoxe dit que les soldats russes qui meurent en Ukraine seront purifiés du péché. Aujourd'hui, 80% des Russes se considèrent chrétiens orthodoxes, mais dans les faits, très peu sont pratiquants et seuls 4% assistent régulièrement aux services religieux, ce qui n'a pas empêché l'église orthodoxe de gagner en influence depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir. Nous sommes simplement au début de la renaissance spirituelle de notre peuple, patriarche Kirill. Et pendant ce temps-là, dans les 7 territoires où l'islam est majoritaire, la charia est pratiquée en toute impunité, notamment dans les républiques du Caucase du Nord. Ce qui explique par exemple qu'aujourd'hui, en Tchétchénie, les homosexuels sont battus à mort ou envoyés dans des camps de concentration. En plus, beaucoup de mosquées contribuent activement à la radicalisation de leurs fidèles pour alimenter le djihadisme, que ce soit en Tchétchénie, au Daghestan, en Ingouchie ou dans toutes les régions musulmanes du pays. Alors, le djihadisme pourrait-il devenir un vrai problème pour la Russie? Comment évoluent ces groupes djihadistes dans la société et surtout, est-ce qu'on peut parler d'un risque de sécession? On commence avec un peu d'histoire. L'émirat du Caucase. On a beaucoup entendu parler de l'État islamique en Syrie et en Irak, mais beaucoup moins de l'émirat du Caucase, un mouvement djihadiste plus ou moins similaire, mais en Russie. Ok, on n'est pas sur le même niveau d'atrocité ou d'expansion territoriale, mais cet émirat a quand même donné du fil à retordre à Poutine. S'il était devenu un État, il aurait été d'un point de vue géographique et démographique plus grand que la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan réunis. Parce que oui, en Russie, l'islam radical est suffisamment puissant pour former son propre émirat. L'islam est arrivé sur le territoire actuel de la Russie dès le 7e siècle et s'est répandu dans tout le Caucase. Il s'est depuis renforcé au point de devenir la première religion au Daghestan, en Ingouchie et en Tchétchénie. Alors évidemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain. La foi musulmane fut réprimée durant de longues périodes, notamment pour les communautés du Caucase et les Tatars musulmans de la Volga-Oural, et surtout entre le règne d'Ivan le Terrible au 16e siècle et l'avènement de l'Union soviétique. Mais avec la chute de l'Union soviétique et l'ouverture à une certaine liberté religieuse, l'islam a connu un nouvel essor. D'ailleurs, la plus grande partie de la population musulmane, ce qui s'appelait le Turkistan, le pays des Turcs ou Xinjiang en chinois, a préféré l'indépendance au moment de l'implosion de l'URSS. C'est ce qui a mené à la constitution de 5 États d'Asie centrale, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, le Kirghizistan et le Turkménistan. Confrontés aux crises politico-religieuses de leurs voisins du Sud, l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan, ils ont opté pour une subordination de la religion à l'État post-soviétique et pour une version plus libérale de l'islam sunnite, le hanafisme. Bref, c'est à partir de ce moment-là que voit le jour en Russie des institutions musulmanes comme l'Union des musulmans de Russie. Mais on parle aussi d'écoles coraniques, des madrasas et d'universités islamiques comme l'université islamique du Daghestan. L'islam a même été reconnu comme l'une des 4 religions officielles du pays. Pour rappel, les musulmans représentent aujourd'hui 10% de la population russe, soit 15 millions de personnes. Une communauté plus jeune et avec plus d'enfants que la moyenne, d'où sa forte croissance. Attention, on est d'accord que de manière générale, l'islam ne rime pas avec radicalisme. Mais en Russie, c'est malheureux, mais c'est un peu le cas. L'émirat du Caucase, c'est le résultat des 2 guerres qui ont opposé la Russie et la Tchétchénie au début des années 90. Et on le sait, entre ces deux-là, ça a toujours été tendu. Déjà au temps des tsars, les Tchétchènes s'étaient battus pour leur indépendance. Sous l'ère soviétique, ils se sont alliés à l'Ingouchie pour créer une république. Ils pouvaient tellement pas saquer les Russes que durant la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont alliés aux nazis. Du coup, dès la chute de l'URSS en 91, ils ont tout de suite déclaré leur indépendance. Ça a mené à une présence militaire russe accrue en Tchétchénie avec une première guerre de 94 à 96 que l'armée russe perd
première et une deuxième de 99 à 2003 qu'elle gagne cette fois-ci. Et pour Poutine, le bilan était plutôt positif. Les troupes stationnées en Tchétchénie lui ont permis de faire étalage de sa puissance. Les attentats terroristes des séparatistes tchétchènes ont cessé peu à peu sous l'œil attentif du père Kadyrov. Et le fils Kadyrov, Ramzan, à qui on a dédié une vidéo, n'hésite pas à mettre à disposition ses troupes pour les opérations militaires extérieures de Poutine. D'abord en Syrie pour aider Bachar al-Assad contre l'État islamique et en Ukraine comme supplétif de l'armée russe. Mais en pensant mettre fin au séparatisme tchétchène, Poutine a ouvert la porte au terrorisme djihadiste. En fait, en 2015, on s'est rendu compte que plusieurs milliers de combattants originaires des pays musulmans d'Asie centrale avaient été recrutés à Moscou et avaient rejoint les rangs de Daesh en Syrie. Comment l'État islamique recrute des travailleurs migrants à Moscou pour combattre en Syrie? Jusqu'à 4000 migrants centra-asiatiques se seraient rendus en Syrie après avoir été recrutés par des Tchétchènes en Moscou. Bref, les djihadistes font des ravages tant à l'étranger qu'en Russie. En 2007, le chef séparatiste Doka Umarov déclare la création de l'émirat du Caucase et lance le djihad contre la Russie. En gros, l'émirat du Caucase, c'est le projet de créer un nouvel État indépendant régi par la charia qui s'étendrait sur tout le Caucase du Nord. Donc pas seulement les républiques autonomes comme la Tchétchénie, le Daghestan et l'Ingouchi, mais tout le territoire du Daghestan jusqu'à la mer d'Azov. Mais attention, l'épicentre de cet émirat, c'est pas la Tchétchénie, c'est le Daghestan, la région qui compte le plus de victimes d'attaques djihadistes. Et même que l'émir qui a succédé à Umarov était daguestanais. Alors, qui sont les groupes derrière l'émirat du Caucase? Pourquoi est-ce qu'ils sont si dangereux et pourquoi plein de musulmans russes soutiennent ce mouvement? On regarde ça. Soufisme versus salafisme. Pour comprendre d'où vient le djihadisme, il faut connaître les principales branches qui composent l'islam. Pour faire simple, depuis la mort du prophète Mahomet en 632, il y a deux grandes familles chez les musulmans, les sunnites et les chiites. Il y a aussi d'autres courants comme les ibadites et les druzes, mais ils sont minoritaires. Bref, pour les chiites, les califes sont les justes successeurs du prophète, avec en première ligne Ali bin Abi Talib, le cousin et le gendre de Mahomet. Le chiisme, c'est une organisation centralisée, hiérarchique, et tout au sommet, ce sont les ayatollahs qui marquent le pas. Pour les sunnites, en revanche, Mahomet n'a pas de successeur direct. Leur organisation est bien plus décentralisée. Les chefs spirituels sont beaucoup plus accessibles aux croyants car quasiment pas de hiérarchie verticale. Et comme partout ailleurs, en Russie, ce sont les sunnites qui sont majoritaires. Mais au sein même du sunnisme, il y a aussi des divisions. Mais celle qui nous intéresse ici, c'est celle entre les soufis et les salafistes. En général, le soufisme est une branche minoritaire dans le monde musulman. Contrairement à la majorité sunnite, elle ne met pas l'accent sur la pureté des rites religieux, mais sur la vie spirituelle. Les soufis cherchent à un niveau individuel une relation plus spirituelle avec Allah. Le salafisme, lui, est beaucoup plus fondamentaliste. Le salafisme traditionnaliste, outre la pureté de la doctrine, se concentre sur la prédication, en vue de renforcer la foi, de préserver la cohésion de la communauté et de défendre l'ordre moral islamique. Discours qui coïncide avec une rupture avec les musulmans les plus modérés. Federico Aznar Fernández Montesinos en 2014. Les salafistes rejettent toute innovation dans la pratique de l'islam. Ils les considèrent comme des hérésies. Leur objectif est de restaurer la pratique originelle de l'islam et ils rejettent l'influence de la culture et des traditions locales. Au contraire, les soufis tolèrent et même promeuvent certaines innovations. Ils ont même leur propre sein, ce que les salafistes rejettent totalement. Mais la différence la plus importante reste leur position sur le djihad. Les salafistes le prônent très largement, alors que les soufis, eux, sont beaucoup plus modérés. Bref, ils sont totalement à l'opposé et ces différences génèrent des conflits, notamment dans le Caucase du Nord. Le soufisme est bien implanté et peut compter sur le soutien du gouvernement russe. Mais depuis la guerre en Tchétchénie, le salafisme y a consolidé sa présence. Et selon certaines estimations, la Russie pourrait compter jusqu'à 700 000 salafistes. Ce mouvement fondamentaliste a commencé son expansion dans les années 70, en grande partie grâce à l'Arabie Saoudite qui a financé la construction de mosquées salafistes à travers le monde. Évidemment que beaucoup de mosquées ont aussi servi de centre de radicalisation. Et on le sait, la radicalisation a souvent lieu dans les zones les plus sensibles. Or, le Caucase du Nord a les pires chiffres du pays. 30% de taux de chômage en Ingouchi, 25% de pauvreté en Karachay-Cherkassia. Et on voit bien sur ce tableau que les 5 républiques autonomes du Caucase font partie des 10 sujets les plus pauvres de tout le pays. Bien sûr que ce conflit soufisme-salafisme n'est pas exclusif au Caucase. Il se passe plus ou moins la même chose en Afrique. Par exemple, au Ghana, entre 2000 et 2010, les ONG salafistes ont construit 91 mosquées et 89 écoles coraniques. Et l'agence cowessienne des musulmans d'Afrique a estimé qu'à travers tout le continent africain, au cours des 35 dernières années, les salafistes ont construit près de 6000 mosquées et 800 écoles coraniques ou centres éducatifs. Du coup, en Russie, le gouvernement se positionne du côté des soufis pour endiguer le salafisme djihadiste. Et jusqu'à présent, faut l'avouer, ça a plutôt bien marché.
L'antidote russe au salafisme. On l'a dit, après la chute de l'Union soviétique, la religion est redevenue une pratique acceptée dans la société russe. Mais toutes les religions n'ont pas été traitées pareil. C'est surtout le christianisme orthodoxe qui a le plus bénéficié de cette nouvelle tolérance. Alors que le reste de l'Europe séparait de plus en plus l'État de la religion, la Russie a généreusement financé l'Église orthodoxe, lui accordant des privilèges de toutes sortes, lui permettant notamment l'enseignement de la religion à l'école et la construction d'églises. Et puis, l'Église orthodoxe a eu une influence pas négligeable sur la conception de l'appareil législatif du pays, ce qui a clairement tendu la communauté musulmane. Les musulmans de Moscou ne trouvent pas de place dans la mosquée. Alors, il y a 600 églises orthodoxes à Moscou et il n'y a qu'une poignée de mosquées pour les 2 à 4 millions de musulmans de la capitale. Et c'est justement ce favoritisme qui a fait mûrir le radicalisme. Poutine en a tout à fait conscience. C'est aussi pour ça qu'il veut entretenir de bonnes relations avec la communauté musulmane. En soutenant l'institutionnalisation de l'islam, en particulier l'islam soufi dans le Caucase, il espère endiguer la montée du salafisme djihadiste. Du coup, l'État apporte son soutien à 3 institutions modérées et influentes auprès de la communauté musulmane de Russie. Le Conseil russe des Mouftis, le Conseil central des religieux musulmans et le Centre de coordination des musulmans du Caucase du Nord. Et les salafistes, eux, sont presque automatiquement exclus des programmes publics de subvention. Le Kremlin a aussi concentré ses efforts sur l'enseignement de l'islam soufi, tant dans les écoles coraniques que dans les centres de rééducation des anciens combattants djihadistes. Une action très efficace car le salafisme séduit surtout la jeunesse. Mais ce qui a vraiment impacté l'expansion du salafisme au Caucase, c'est l'intervention de l'armée à la fin des années 90, début des années 2000. Le gouvernement avait tout juste voté une série de lois sur les associations religieuses et la lutte contre les activités terroristes, avec près de 80 000 soldats déployés dans la région, du moins avant la guerre en Ukraine, et grâce au soutien des hommes forts de Poutine, la progression du djihadisme a ralenti. Et puis la pression de Moscou s'est accentuée grâce aux accords conclus avec pas mal de dirigeants locaux. Du coup, la population du Caucase s'est graduellement engagée dans la lutte contre le djihadisme. L'heure est le mal. Des femmes tchétchènes escroquent l'organisation État islamique en se faisant passer pour des épouses terroristes en herbe. Ok, c'est pas l'action la plus héroïque au monde, mais c'est toujours ça en moins pour les djihadistes. Le djihadisme en Russie commence à s'essouffler parce que depuis l'émergence de l'organisation État islamique, la majorité des financements terroristes et des combattants ont été réorientés vers la Syrie et l'Irak. Résultat, en 2016, l'émirat du Caucase, le principal symbole des aspirations salafistes djihadistes en Russie, disparaît. Mais ça veut pas dire que le salafisme disparaît pour autant. Il reste extrêmement populaire auprès de la jeunesse du Caucase. Elle y voit une porte de sortie dans une région où les opportunités s'y font de plus en plus rares. Et puis, on trouve des cercles djihadistes dans le Tatarstan, une autre république autonome de Russie dans la région Volga-Oural. Et eux aussi font la une. Des représentants musulmans russes attaqués au Tatarstan. Dans l'ensemble, la Russie s'était plutôt bien débrouillée pour canaliser le djihadisme qui avait pourtant ravagé le pays et en particulier la région du Caucase du Nord. Poutine est parvenu à se débarrasser de l'émirat du Caucase. Les prédictions sur une Russie brisée par le djihadisme semblent un peu exagérées. Mais du fait de la guerre en Ukraine, des sanctions internationales et des pertes en vie humaine, surtout des jeunes originaires des provinces les plus pauvres et isolées, la situation pourrait se compliquer. Une opportunité en or tant pour les salafistes que pour les sécessionnistes russes musulmans. Sans tomber dans la rhétorique islamophobe, la Russie compte 25 millions de jeunes musulmans avec un horizon professionnel très limité. Ça peut vite dégénérer et devenir un problème sérieux pour les autorités russes. Maintenant, à toi, est-ce qu'il y a réellement un risque de conflit religieux en Russie? Est-ce que le djihad salafiste pourrait renforcer les courants séparatistes? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires et comme d'hab, on poste 2 vidéos chaque semaine, donc abonne-toi et n'oublie pas de mettre un petit like à cette vidéo si elle t'a plu. Spasibo et paka!